tous, bienvenue dans notre guidance thérapeutique du mois d'avril. Alors je suis un petit peu en avance, mais on y est presque. Donc c'est celle du mois d'avril. Je vous laisse le choix comme d'habitude entre le cadre vert, le cadre blanc et le cadre orange. Vous pouvez appuyer sur pause s'il vous faut un petit temps de réflexion. Et je vous dis à tout de suite groupe 1 pour découvrir votre thérapie du mois. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique du fantasme. Alors attention, le fantasme, c'est pas toujours un concept relatif qu'à la sexualité. Le fantasme, il parle de toutes nos pulsions, quelles qu'elles soient, de notre imaginaire en quelque sorte, mais aussi celui qu'on ne maîtrise pas. En psychanalyse, le fantasme sert avant tout à aménager la réalité, à laisser son imagination s'exprimer, et tout ça, ça a pour but de répondre à une réalité qui est parfois décevante, frustrante ou même inhibante. En fait, c'est une manière de réaliser nos désirs refoulés. C'est la mise en scène d'une satisfaction impossible dans la réalité. Et on en ressent émotionnellement les effets même si ce n'est pas réel. Le fantasme, ça a donc une fonction de soupape. Et ça se manifeste sous forme de succession d'images comme un rêve éveillé. Donc les psys, ils reçoivent régulièrement en consultation des personnes qui craignent ou qui jugent leurs propres fantasmes. Par exemple, qu'ils soient agressifs, masochistes, sadiques ou encore cuculapraline, enfin tout ce que vous voulez. Tout se passe comme si les normes sociales nous disaient que si on pense telle ou telle chose, c'est pas bien. Mais également comme si on n'était pas capable de faire la différence entre un fantasme et une réalité. Et c'est ça qui s'acquiert pendant l'enfance. Parce que le tout petit n'a pas encore un cerveau qui lui permet de mettre de la distance entre ses désirs et le passage à l'acte. Et on appelle ça la pensée magique. C'est-à-dire qu'on imagine que ce qu'on pense se réalise nécessairement. En fait, c'est à partir d'environ 7 ans que notre cerveau a acquis suffisamment de capacité pour créer un sas entre le fantasme et sa réalisation. Et on peut imaginer tout ce qu'on veut, oui, en fait vraiment absolument tout, et décider de ne pas le réaliser. Soit parce que dans la réalité, ça ne nous fait pas vraiment envie, par exemple, quel parent n'a jamais pensé un jour qu'il voulait mettre ses enfants dehors, tellement ils étaient insupportables, mais évidemment qu'il ne l'a pas fait. Il pourrait également s'agir d'un fantasme sexuel qui ne nous fait pas envie en fait dans la vraie vie et qui crée néanmoins de l'excitation quand il est imaginé. Ou alors ça peut être soit parce que la loi l'interdit tout simplement, attenter à la liberté ou à l'intégrité des autres. Donc les fantasmes, ils sont pas prédictifs de nos actes et ils sont pas non plus le signe qu'on va mal. On peut imaginer sur une autre personne que sa conjointe, on peut fantasmer sur une autre personne que son conjoint ou sa conjointe sans que ça signifie qu'on n'aime plus son conjoint ou sa conjointe. On peut aussi fantasmer sur une autre vie ou un autre travail sans que ça veuille dire qu'on est mal dans sa vie. Alors, vous, groupe 1, quels sont vos fantasmes ? Est-ce que vous pouvez explorer et apprivoiser vos fantasmes en toute sécurité ? Et si tout était possible, et que vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez que vous ne faites pas actuellement ? Est-ce que vous le feriez sans culpabilité ? À quelle personne seriez-vous lié, par exemple ? Quelle vie auriez-vous ? Voilà, groupe 1. Écoutez, je vous souhaite d'assouvir vos fantasmes par la pensée, par l'imaginaire, sans culpabiliser. Surtout, n'ayez pas peur de vos pensées, n'ayez pas peur de choses qui vous traversent l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il y a une anormalité chez vous, ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut dire qu'il faut... ça veut dire que ce sont juste des pensées. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la thématique de l'argent. Ah, l'argent. L'argent n'est pas toujours ce que l'on croit, du moins il peut véhiculer plus que du papier ou des chiffres sur un compte en banque. Il y en a certains parmi nous qui en manquent, il y en a d'autres qui ne savent plus quoi en faire. Et parfois, on en voudrait plus que son voisin ou que son conjoint, sa conjointe. Ou bien, en fait, on souhaite ne vivre qu'avec le strict minimum et ne pas s'encombrer. Donc, on met tous dans l'argent des choses personnelles. Et il représente selon les uns et les autres notre valeur, nos idéaux, nos besoins aussi. Parce que dans notre société, l'argent, c'est plus
c'est plus ce qu'il a été par le passé. C'est plus une simple monnaie d'échange qui servait à différer le troc. Aujourd'hui, dans beaucoup de cultures, notamment occidentales, l'argent il sert aussi à montrer qui on est. Il est donc devenu politique et psychologique. Et malheureusement, ça nous conduit parfois à une relation assez malsaine avec lui. C'est-à-dire à une relation dans laquelle on est asservi par l'argent. On passe par exemple nos journées dans un travail qui nous rend malheureux, ou bien on devient addict au fait d'en gagner toujours plus, et ça nous éloigne des choses vraiment importantes pour nous. On court après l'argent dans une quête sans fin par peur de manquer, et notre relation à l'argent, elle peut aussi être malsaine quand on s'interdit d'en gagner, à cause d'un sentiment de manque de légitimité ou à cause d'idéaux politiques qui peuvent avoir pour conséquence qu'on manque d'argent. Donc, groupe 2, quelle est la place de l'argent dans votre histoire à vous? Comment votre famille voit-elle l'argent? Est-ce que vous avez assez d'argent pour vivre la vie que vous avez envie de vivre? Et si vous en voulez plus, qu'est-ce qui vous permettrait de faire en plus? Votre argent, qu'est-ce qu'il vous permettrait de faire en plus? Est-ce qu'il s'agit d'un manque que vous auriez à combler? Consommation, reconnaissance, estime, etc. Si vous aviez plus d'argent, quelle est l'émotion que vous ressentiriez? Est-ce que c'est de la fierté, de l'invulnérabilité, de la honte ou de la culpabilité par exemple? Est-ce facile pour vous de dépenser de l'argent ou pas? Pourquoi et pour en faire quoi? Voilà groupe 2. Bon, écoutez, je vous souhaite un mois dans l'abondance et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3, alors vous êtes tombé sur l'apaisement, la thématique de l'apaisement. Qu'est-ce qu'elle fait du bien cette image? La femme dans son hamac qui écoute les bruits de la nature, le bruit de l'eau qui coule, de la rivière, c'est les odeurs certainement, une petite bulle de bien-être. C'est vraiment très très agréable à regarder. Donc l'apaisement, il correspond à l'abaissement d'une tension corporelle ou psychologique. Et il passe régulièrement par la régulation de nos émotions. Toutes ces tensions, on les gère tous et toutes différemment en fonction de notre tolérance. Et cette tolérance, elle est construite en fait par notre histoire, nos traumatismes et la façon dont on a appris à réguler nos émotions quand on était enfant. En thérapie notamment, on peut travailler à augmenter notre fenêtre en fait de tolérance si on estime qu'elle est trop petite et donc gênante pour nous dans notre vie de tous les jours. Mais on doit garder à l'esprit que quelle que soit la largeur de cette fenêtre, on a vraiment besoin de savoir décharger et d'apaiser ces tensions très régulièrement. Ça peut se faire via des techniques corporelles, par des techniques émotionnelles, aussi par des échanges avec les autres. Et en fait, chacun a à explorer et trouver la façon d'apaiser ces tensions. Mais ça nécessite également de pouvoir les repérer. Et malheureusement, parfois, à force d'habitude, on a une trop grande tolérance aux tensions et on se laisse supporter des choses qui sont extrêmement lourdes. Et la nécessité d'apaisement, elle est dans ce cas-là très grande parce qu'on, sans s'en rendre compte, on arrive à bout, on a une charge mentale qui est prête à exploser et c'est là qu'on peut avoir des problèmes. Donc l'apaisement, il peut aussi faire peur parce qu'il représente un état de neutralité émotionnelle qui n'est pas connu quand on s'est habitué à ressentir, à vivre très fort ou à toujours avoir quelque chose qui nous met en tension. Donc groupe 3. Qu'associez-vous à ce terme d'apaisement? Comment il se manifeste pour vous? Est-ce que vous savez vous apaiser? Est-ce que vous vous autorisez cet état? Est-ce que vous savez repérer vos tensions? Est-ce que vous savez comment apaiser ces tensions? Quelles sont les choses qui vous font du bien et qui vous permettent de vous apaiser? Voilà groupe 3. Je vous souhaite un mois d'avril dans l'apaisement total, un mois d'avril où vous n'oublierez pas d'apaiser régulièrement vos tensions corporelles, psychologiques. N'hésitez pas à avoir un petit sas de récup quand vous rentrez chez vous. Ça peut être une douche chaude à la fin de la journée avant de reprendre sa vie à la maison. Des petites choses comme ça, des petits rituels qui font du bien.
Voilà, je vous laisse découvrir ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez trouvé, si vous avez des petits rituels à vous. Et si vous voulez les partager, il ne faut pas hésiter. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.